50 ans. Grande famille des nations indépendantes. Vive la communauté franco-africaine humaine fraternelle. Ici, Radio AIM. L'indépendance du Dahomey. 50 ans d'histoire africaine. Sur Africa numéro 1. Alfred Toumba Shango Lokoro. L'union fraternelle. Avec Francis Laloupo. Professeur Shango Lokoro, là, on vient d'écouter donc le discours de M. Ahidjo, le discours pour l'indépendance, et un discours qui a été prononcé le 29 octobre 1958. Voilà. Le lendemain du discours de Kosciusko Morizet devant les Nations Unies. Voilà, exactement. Donc, il faut rappeler le cadre, c'est-à-dire qu'il y a déjà le référendum qui a eu lieu en septembre, et donc la nouvelle constitution qui régit la communauté, la France et puis les territoires coloniaux a été adopté par tout le monde, et donc c'est dans le prolongement de ces évolutions annoncées notamment par l'article 76 de cette nouvelle constitution qui sont en train d'entrer en application ici, et donc en réponse à Kosciusko Morizet, Ahidjo définit le cadre du transfert justement des compétences. Et pas d'autonomie. Pour le moment, il ne parle pas d'autonomie, mais il fixe pratiquement le contour justement de la future indépendance du Cameroun. Et c'est important de rappeler justement sur ce plan-là que là c'est la concrétisation d'un long processus aussi qui a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour le Cameroun justement en termes de statut? Oui, en termes de statut, le Cameroun comme le Togo sont associés à la France comme des territoires associés. Sous mandat, c'est ça? C'est ça, sous mandat onusien. Territoire associé, mais qui aussi dépendent du processus, du cadre légal tracé par la France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il faut encore ajouter une autre chose, qu'en 1958, Ahidjo devient Premier ministre en remplacement de Mbida, et quand on sait que Mbida est celui qui a fait venir en 1957 les troupes françaises pour mater la rébellion, la révolte de Ruben Niobe, on comprend très bien pourquoi Ahidjo insiste beaucoup sur ce nouveau cadre-là, le transfert de responsabilités, mais en même temps il indique vers la fin ce qui sera le cadre des accords franco-camerounais. Toutes ces conventions économiques, militaires, de défense, etc., vont constituer plus tard le socle des relations entre la France et le Cameroun. Pourquoi cette structuration très méticuleuse n'a pas été faite dans d'autres colonies, enfin dans d'autres pays qui allaient accéder à ce moment-là aussi à l'indépendance? Alors, ça peut se comprendre. L'exception camerounaise est que le Cameroun a connu plusieurs occupations. Allemande, anglaise, et puis le Cameroun, il faut le savoir, est divisé, séparé en deux. Et anglophone et francophone. Et Ruben Niobe, quand il lance l'UPC en 1948, l'Union des populations du Cameroun, le manifeste de son mouvement parle justement de la nécessité de la réunification et de l'indépendance du Cameroun. C'est sur cette base-là alors que tout le processus va se mettre en place. Alors l'administration française, pour contrer l'UPC, va monter toute une série d'opérations de déstabilisation. C'est ainsi que justement Ruben Niobe entre dans le maquis vers les années 50, et puis ses amis comme Félix Moumié vont prendre la fuite, ils vont partir, et puis en exil. Et en 1958, alors là, mais vraiment, il s'agit de favoriser ce passage, ce transfert rapidement des responsabilités vers le Cameroun. Et pourtant, par la suite, les choses n'ont pas été un long fleuve tranquille, puisque le Cameroun passera par des affrontements violents pour
réaffirmer ultérieurement une sorte de deuxième conquête de son indépendance. Oui, tout à fait, parce que il y a eu comme un malentendu, mais en tout cas pour les partisans de l'UPC qui, pour eux, considéraient avoir été spoliés justement de leur droit à diriger le Cameroun. Voilà, exactement. Ils se sentaient comme, je dirais, légitimes, ou en tout cas naturellement légitimes pour gouverner le Cameroun. Oui, naturellement légitimes, parce qu'ils avaient engagé la lutte. Et ils n'avaient pas tort lorsqu'ils insistaient sur justement cette idée de réunification et d'indépendance du Cameroun. Et il faut bien savoir aussi que le combat de la tutelle française contre l'UPC est lié au fait que l'UPC était lui-même rattaché au Parti communiste. Ah oui. Voilà, exactement. Oui. Et que donc il fallait combattre le communisme qui était l'ennemi. Voilà pourquoi les partisans de l'Union des populations du Cameroun, en tout cas, d'abord n'avaient pas considéré l'indépendance telle que annoncée par pratiquement Ahidjo en 1958, au moment des nouveaux statuts du Cameroun, considérait cela comme une usurpation en quelque sorte, comme une fausse indépendance, puisqu'il y avait encore cette tutelle de la France qui était encore là, notamment en termes de conventions économiques, commerciales, de défense, etc. Et il y a eu donc affrontement entre Camerounais et des troupes françaises. Oui, alors, oui. Comment peut-on expliquer par la suite donc que Ahidjo donc est restauré dans son pouvoir et que d'une certaine manière, malgré cet affrontement, malgré ce contentieux violent entre la France et le Cameroun ensuite s'est arrimé en quelque sorte au train France-Africain. Alors, il faut bien comprendre qu'en 1957, lorsque Mbida est encore Premier ministre de ce territoire associé, et qu'il y a la révolte de l'UPC, et qu'il fait appel aux troupes françaises pour mater, aussitôt, une année après, il tombe, donc en 58, j'allais dire, Ahidjo cueille en fait le fruit, les résultats de cette lutte-là. Et que il s'agit effectivement pour la France de placer à la tête du Cameroun quelqu'un qui pouvait contrôler. Et d'ailleurs, on le sent dans le mot de Ahidjo, malgré cette forme de fermeté pour affirmer, ben voilà, l'indépendance totale, etc. Mais derrière, il nuance tout de suite en disant, mais puisque nous n'avons pas d'armée, puisque nous n'avons pas ça, la France va rester. Donc au fond, il apparaissait comme la garantie de la continuité de la relation franco-africaine. Comment peut-on expliquer que cette histoire, cet épisode violent de l'histoire de l'indépendance du Cameroun a été autant occulté? Il faut bien comprendre, lorsque donc Ahidjo, finalement, le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960, et que donc Ahidjo est au pouvoir, la première urgence c'est de construire effectivement la nation, de construire l'unité. Et on ne peut pas la construire en évoquant justement le souvenir de Rumen Oumniobé, dont un certain nombre des partisans s'étaient ralliés au nouveau pouvoir. Et puis ceux qui étaient à côté de lui, comme Félix Moumié, vont mourir en exil à Genève par exemple. Donc le mouvement s'est dissous complètement. Mais il y a des personnes qui ont gardé la mémoire vive, comme Feu Mongo Betty, l'écrivain qui avait connu justement Ruben Oumniobé quand il avait 10 ans ou 12 ans. Voilà, il l'avait rencontré et que donc lui, il a ravivé vraiment la flamme. En 1972 ou 74, il écrira justement ce roman Remember Ruben. Et qui raconte bien justement cette exception camerounaise. Exactement. Merci beaucoup, professeur Shango Lokoro. On vous retrouve demain pour poursuivre donc cette saga des indépendances africaines. À demain. À demain.